J'ai quitté le pays à cause de la guerre du Vietnam et avec le Boat People. La guerre a duré pas mal de temps. Les deux guerres de l'Indochine et du Vietnam a tué des millions de personnes. Les officiers, surtout les soldats, ont accepté une humiliation, mais pour l'avenir du pays et pour l'avenir des enfants. Les citadins, les bourgeois, les riches sont renvoyés des capitales, des villes, pour aller dans ce qu'on appelle les nouvelles zones économiques où il n'y avait rien. J'avais 16 ans quand j'ai quitté le Vietnam. Je crois que le Grand Saconnet a été la première commune à accueillir, sauf erreur, 2 sœurs qui étaient des Boat People. Et c'était en tout cas une première à Genève. Et c'est vrai que cette amitié est restée puisque ces 2 sœurs, une travaille encore à la Fondation de la Petite Enfance, que j'ai le plaisir de présider. Et je crois qu'elle va prendre sa retraite. Mais c'est vrai que c'est des gens qui nous ont accompagnés pendant longtemps au Grand Saconnet et qui nous ont tout de suite attachés à cette problématique du Vietnam. Ils étaient refusés d'entrer dans les universités. C'est pourquoi la plus forte raison du départ, de l'acceptation des dangers en mer, c'est d'avoir la possibilité de fournir à nos enfants un avenir qu'ils puissent étudier et devenir des gens honnêtes, des gens bien pour la société. C'est une des communautés étrangères probablement les mieux intégrées ici à Genève. On ne compte plus les médecins, architectes, chefs d'entreprise d'origine vietnamienne. Certains sont même actifs en politique locale. Les réunions entre communautés vietnamiennes et suisses sont toujours très fréquentées et l'on se marie de plus en plus souvent, même si c'est encore un sujet de film. Nắp con nay không còn Hoàng Trường Sa nay không còn mẹ Việt Nam ơi. Ngày hôm nay nhìn về quê hương đất nước tôi sao lắm. Pourtant, entre le Vietnam et la Suisse, il y a bien des différences. Il suffit d'observer la circulation pour s'en convaincre. La notion de passage protégé n'existe pas, et pourtant ça marche. Je pense qu'il y a un élément qui les caractérise tout particulièrement, c'est, comme les Suisses, le fait de trouver une forme d'accomplissement dans l'activité professionnelle, le goût du travail bien fait. Une grande capacité à ne pas vouloir dépendre de l'aide sociale, par exemple, une grande capacité à vouloir se débrouiller toute seule, et beaucoup d'intelligence, beaucoup de finesse, de discernement sur ce qui va être utile, ce qui va être important pour elles. Oui, ce sont des personnes qui ont une très très grande capacité d'adaptation. Quelqu'un qui a travaillé ici pendant peut-être une dizaine d'années dans un de nos services, et c'était vraiment quelqu'un qui donnait vraiment un allant et une envie, qui imprimait vraiment un état d'esprit volontaire dans ce service, c'était très impressionnant. Je pense que c'est des gens qui ont aussi une grande attention à avoir des bons résultats scolaires, d'avoir un cursus scolaire et professionnel toujours assez remarquablement exemplaire, de quelques milieux qui viennent, je dirais. Hein. Et
Et ça, c'est bien. C'est vrai que je ne sais pas si on a tous cette capacité ici chez nous, mais en tout cas, c'est une capacité que j'ai relevée chez nos amis les Vietnamiens, que je trouve assez remarquable aussi. Donc les Asiatiques en général et les Vietnamiens en particulier ont effectivement ce goût d'apprendre, de se former, probablement la conscience qu'on a un peu perdue dans le monde occidental, que l'accomplissement et la réussite sociale passent par le travail, notamment la formation et une bonne formation. Certainement l'éducation, certainement le parcours de vie avec différentes influences au fil du temps qui ont fait que c'est des personnes qui ont peut-être plus encore développé des capacités de survie que d'autres. Je sais combien le lien avec la mère patrie est important et d'ailleurs ça me permet de dire toute l'admiration que j'ai pour la communauté vietnamienne qui arrive à la fois à être merveilleusement intégrée ici en Suisse, tout en gardant très vivantes les traditions et la culture du pays d'origine, notamment dans les fêtes du Kosunam. Il y a un grand volet culturel qui est très impressionnant. On voit donc les jeunes, les enfants qui participent très activement à ces spectacles. Je pense que c'est une grande richesse que d'avoir cette double culture et je ne peux que féliciter leurs parents finalement de leur transmettre. Les fêtes organisées pour le Tet, le Nouvel An vietnamien, sont toujours un moment fort pour la communauté et ses amis qui se réunissent nombreux, montant des spectacles hauts en couleurs. Une fête aujourd'hui prise en charge par les jeunes. Même à Lausanne, quand on me croise dans la rue, les gens sont étonnés que je parle bien français. Ils m'abordent toujours en anglais. La question qui se pose aujourd'hui pour tous ces jeunes, c'est celle du retour au pays. Hanoï dit les accueillir à bras ouverts. Je ne pense pas en tout cas à trouver le pays que mes parents m'ont décrit parce que le Vietnam se développe énormément. J'ai un peu d'appréhension, mais voilà, je ne sais pas. J'ai eu la chance d'aller quelques fois dans l'espace de quelques années et la différence était très flagrante. Et oui, les constructions, le développement routier ainsi que l'économie tout simplement. J'aime bien aussi l'ambiance le soir et l'animation dans les rues. Je pensais évidemment à tous les conflits dont ils ont été la victime, avec les Chinois, avec les Japonais, avec les Français, avec les Américains. Aucun ressentiment, au contraire, des gens toujours souriants, aimables et très compréhensifs. J'ai imaginé faire un stage là-bas pour apprendre plus sur la culture et pouvoir apprendre au niveau de la médecine aussi. L'appel des racines et le boom économique sont des motivations profondes. Dommage que l'omniprésence du Parti communiste pose de vrais problèmes. Je ne pense pas que je puisse y vivre de manière permanente. Il y a encore du chemin, notamment avec Internet. On sait que c'est un des pays où la censure est très, très présente. Tant que ce régime reste encore en place, je ne veux pas revenir là-bas. Je prends l'exemple de Taïwan par exemple, qui se base aussi sur le confucianisme, mais il n'y a pas une corporation légendaire à Taïwan. En revanche, au Vietnam, aussi bien qu'en Chine, il y a un parti unique, il y a un sens de démocratie totale, et cela, c'est un terreau formidable pour toute forme de corruption. Tant que vous n'avez pas de tendance politique, tant que vous ne pouvez pas punir les responsables en place par des élections libres pour avoir une alternance politique, et ben ces gens-là ne risquent rien. De temps en temps, on voit bien certes éclater quelques affaires de corruption au Vietnam, mais très souvent, ça ne s'arrête qu'à des niveaux très très bas en fait, de l'administration. Les vrais responsables politiques, qui sont les premiers à toucher les plus d'argent, ne sont jamais inquiétés. Récemment encore, il y a le scandale de l'entreprise de construction navale Vinachine,
qui a perdu près de 5 milliards de dollars, et sur lequel on ne trouve pas de responsables politiques en fait, à punir. On trouve bien des responsables économiques, des gens qui sont au niveau assez subalterne, mais pas des responsables politiques, pour sanctionner en fait, l'absence de bonne gestion d'une entreprise aussi grande qui a mené à la perte de 5 milliards de dollars, qui représente quand même 10% du PIB vietnamien. C'est considérable. Je pense que c'est encore trop tôt pour en arriver à un changement conséquent. Le business est devenu le principal ciment social. Pour gagner de l'argent, la seule condition, c'est d'être membre du parti et d'être prêt à cotiser sur les avantages qui en découlent. Si l'on s'écarte du cadre, politiquement s'entend, la première sanction, c'est d'en être exclu. Ce qui vous sort illico des réseaux d'affaires. Toutes les personnes qu'on a pu rencontrer disaient qu'effectivement, s'ils n'avaient pas la carte du parti, ils ne pouvaient pas accéder à un métier tout à fait respectable et même sans être forcément enviable. Et qu'ils doivent se contenter de petits boulots subalternes, même s'ils sont doctorants. Donc c'est tout à fait inquiétant, c'est tout à fait inquiétant. Mais moi, ce qui m'a le plus inquiété, c'est de voir que le modèle de société qui est proposé post-communiste est un modèle qui finalement vend les personnes. Et c'est très très inquiétant. Moi qui travaille dans le champ du problème de la traite des êtres humains, je me dis que là, malheureusement, il y a de cet ordre-là qui se trouve dans la population. Des gens qui vont être victimes, vraiment. Il y a une grave crise économique qui est évidemment la conséquence de la crise planétaire qui s'est installée depuis 1997. Vous avez des familles totalement ruinées parce qu'elles ont joué à la bourse, parce qu'ils ont fait de mauvais placements immobiliers, parce que vous avez des dizaines de milliers de faillites qui interviennent dans ce contexte de difficultés majeures. Et donc, toutes les réformes qui devaient avoir été faites ne l'ont pas été, avec cette corruption galopante dont je parlais tout à l'heure, dont également ce népotisme qui est là pour favoriser les amis, la famille, etc. Donc, cette crise, probablement, n'a pas cessé de déployer ses effets. On espère depuis très longtemps qu'il y aura un assouplissement du régime. C'est un régime, au contraire, qui se contracte de plus en plus sur la police. Les blogueurs, tous les réseaux sociaux sont surveillés de près par une police, une cyberpolice qui est omniprésente. Voir ce qui se passe dans la région, de voir que des pays qui connaissent actuellement une forme d'ouverture démocratique, alors que le Vietnam, hélas, n'en connaît pas encore, je pense que les Vietnamiens, ça doit les conforter dans leur combat, dans leur lutte. Et ça doit aussi leur donner beaucoup d'espoir, j'imagine, parce que on regarde des voisins immédiats comme la Birmanie, par exemple, il y a des changements qui sont survenus très rapidement. L'espoir vraiment de voir un pays qui s'ouvre à un système politique différent, démocratique, je crois que c'est resté fondamentalement ça. Mais je tiens à dire que non seulement c'est un pays exceptionnellement beau, exceptionnellement attachant, avec des gens d'une intelligence, d'une finesse, d'une subtilité remarquable, et que heureusement que l'espoir est plus fort que la peur. Au Grand Saconnet, on avait aussi la chance d'avoir le centre œcuménique des églises qui a réussi à récupérer des fragments du mur de Berlin. Et c'est vrai que le jour où politiquement, je crois qu'assez naturellement, quand la communauté vietnamienne est venue nous demander si on pouvait installer une stèle en mémoire de ces boat people, assez naturellement est venue l'idée de relier un peu ces deux endroits qui sont finalement assez proches par une sorte de promenade qu'on a appelée la promenade des libertés, et que notre ami le conseiller d'État François Longchamp a eu le plaisir aussi d'inaugurer avec nous. Ces gens qui ont survécu et qui ont eu la chance de survivre par rapport à ceux qui ont laissé leur vie et qui, dans notre pays, sont venus s'établir, sont venus s'intégrer et aujourd'hui nous offrent leur force, leur capacité de travail, leur intelligence, leur volonté. Et on a su un peu de manière détournée qu'il y a eu quand même pas mal de discussions. Et alors je ne sais pas si c'était des plaintes ou des récriminations importantes, mais je sais qu'il y a eu entre Mission Suisse et Mission du Vietnam
sur, par exemple, le fait que le Grand Saconnet accueille cette stèle. Comme nous sommes activement pour les droits de l'homme, que nous sommes très visibles, nous faisons des manifestations, nous faisons des soirées culturelles, on va dire qu'au consulat, ils savent qui on est et sont les gens ont peur d'être associés à nous, d'apparaître publiquement et puis de ne pas pouvoir rentrer au Vietnam en fait. Ce châle que les Vietnamiens préfèrent au lapin célébré par les Chinois va, j'en suis sûr, porter chance à la cause de la liberté et de la démocratie au Vietnam et d'ailleurs dans d'autres pays du monde. Maintenant tout change en Tunisie, en Égypte, ça bouge. J'espère que ça bouge chez nous aussi. J'espère que ça viendra par une révolution pacifique. Le meilleur, c'est qu'il y a apparemment que 20% de personnes qui ont la carte du Parti communiste et 80% qui se sont rendus compte que la vie pouvait être autrement, avec un peu plus de démocratie, grandissent, prennent des places et peut-être qu'il y aura une plus juste répartition des pouvoirs, donc un peu plus de démocratie. Des rivalités territoriales et énergétiques opposent Hanoï à Beijing en mer de Chine. Les soutiens de l'ASEAN, de Washington et de Tokyo lui seraient utiles. Mais depuis les élections birmanes, le Vietnam reste le dernier pays non démocratique de l'ASEAN. L'ouverture serait appréciée. Chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lá.